Elle enseignait Heidegger depuis 23 ans. Elle connaissait par cœur les 142 pages de Être et temps. Elle avait publié 4 ouvrages sur la condition humaine, la finitude, le rapport de l'homme à sa propre mort. Et quand la mort est vraiment venue la chercher dans une forêt du Massif central, elle n'a pas su quoi faire. Voilà l'histoire de Claire Beaumont. Une femme qui savait tout sur la vie, et presque rien sur comment la vivre. Nous sommes en août 2022. Claire a 52 ans. Elle enseigne la philosophie à l'université de Bordeaux depuis 2 décennies. Ses étudiants la craignent un peu, l'admirent beaucoup. Elle parle de Nietzsche avec la même aisance qu'elle parle du temps qu'il fait. Elle a les cheveux gris coupés courts, des lunettes à monture fine, une façon de se tenir droite qui dit aux autres, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, « Je sais ce que je fais. » Toujours. Elle vit seule dans un appartement de la rue Sainte-Catherine, avec des milliers de livres et un chat nommé Descartes. Elle n'a jamais eu d'enfant par choix, jamais eu de chien par conviction, jamais eu de doute par habitude. Elle est le genre de femme qui planifie ses vacances 6 mois à l'avance et qui arrive en avance à ses rendez-vous pour pouvoir lire en attendant. Ce qu'elle décide de faire cet été-là, c'est ce que les philosophes appellent ironiquement une retraite. Elle veut marcher dans le Massif central pendant 10 jours. Seule. Elle a lu les guides, elle a regardé les cartes topographiques, elle a acheté le bon équipement. Elle a même lu 2 livres sur la randonnée en montagne. Elle a tout anticipé, tout contrôlé, tout pensé. Sauf l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre de Claire pour comprendre ce qui va lui arriver, c'est que toute sa vie a été construite autour d'une seule conviction profonde. La raison est la réponse à tout. Pas la raison froide et mécanique, non, elle serait la première à vous reprendre sur ce point. Mais la raison cultivée, nourrie de lecture, enrichie par les grands esprits de l'humanité. Pour elle, un homme ou une femme bien éduquée, capable de penser avec rigueur, sont armés pour affronter n'importe quelle situation. C'est littéralement ce qu'elle enseigne depuis 20 ans. C'est le socle de toute sa pédagogie. C'est sa religion. Elle est partie le 3 août, un mercredi matin, dans sa Renault Clio garée au départ d'un sentier balisé en Haute-Loire. Elle avait un sac à dos de 19 kg, une tente légère, des vivres pour 12 jours, une carte papier, une boussole qu'elle n'avait jamais vraiment appris à utiliser, et son téléphone, dont elle avait oublié de vérifier si le réseau couvrait cette zone. Il ne la couvrait pas. Elle ne le savait pas encore. Les 3 premiers jours se passent bien. Mieux que bien. Elle marche 5 à 6 heures par jour, elle s'arrête pour déjeuner sur des rochers plats avec vue sur les vallées, elle note ses pensées dans un carnet qu'elle a apporté, un beau carnet à couverture rigide, évidemment. Elle pense à Thoreau, à Rousseau, à Emerson. Elle se dit que la nature est exactement ce qu'il décrivait. Un miroir de l'âme, un espace de clarté. Elle se sent un peu supérieure aux randonneurs qu'elle croise, qui ne semblent pas réfléchir à grand-chose et mangent des chips en plastique. Elle est là pour quelque chose. Pour une transformation consciente et maîtrisée. Le 4e jour, la météo change. Pas brutalement, la montagne ne vous prévient jamais brutalement, c'est son premier mensonge. D'abord quelques nuages. Puis un vent plus frais. Puis, en début d'après-midi, une pluie fine qui devient en 2 heures une pluie dense, horizontale, froide comme de l'eau de roche. Claire consulte sa carte. Elle décide de couper à travers un col pour gagner du temps et atteindre le refuge marqué d'un petit carré bleu à 4 cm de sa position actuelle. 4 cm sur la carte. En réalité, 7 km à travers un terrain qui ressemble de moins en moins à ce que la carte représente. Elle marche 2 heures dans la pluie. Le chemin balisé qu'elle suivait a disparu sous un glissement de terrain récent que personne n'a encore signalé. Elle continue. Elle se dit que la logique lui dicte de garder le nord-nord-est. Elle sort sa boussole. Elle ne sait pas très bien la lire. Elle continue quand même. Le soir tombe. Elle monte sa tente dans une cuvette qui semble abriter du vent. Elle mange une barre énergétique et une soupe lyophilisée préparée à l'eau froide parce qu'elle n'arrive pas à allumer son réchaud sous la pluie. Elle s'endort en se disant que demain, tout sera plus clair. Le lendemain, elle ne reconnaît rien. La cuvette où elle a dormi est entourée de versants qui se ressemblent tous.
Le brouillard est tombé dans la nuit et efface tout au-delà de 30 mètres. Elle mange sa dernière barre du petit déjeuner. Elle essaie son téléphone, aucun réseau. Elle essaie de rationaliser la situation. Elle se demande ce que ferait un philosophe stoïcien dans cette situation. Épictète dirait de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Bien. Ce qui ne dépend pas d'elle, le brouillard, la pluie, le terrain. Ce qui dépend d'elle, rester calme, avancer méthodiquement, utiliser sa raison. Elle décide d'avancer vers l'est, parce qu'elle se souvient vaguement d'avoir lu que dans le Massif central, les rivières coulent généralement vers l'est et que les rivières mènent au village. Elle n'est pas tout à fait sûre de cette information. Elle avance quand même. Elle marche 6 heures ce jour-là. Elle ne trouve pas de rivière. Elle trouve un ravin qu'elle ne peut pas traverser, un pierrier qui lui tord 2 fois la cheville gauche, et à la tombée de la nuit, une forêt de hêtres si dense qu'elle doit s'arrêter parce qu'elle ne voit plus où poser les pieds. Elle monte sa tente entre 2 arbres. Elle n'a presque plus de nourriture. Elle compte, il lui reste 2 barres, une pochette de soupe, un sachet de flocons d'avoine et des amandes. Pour peut-être 10 jours de marche dans des conditions normales. Pour combien dans celle-ci, elle ne sait pas. C'est cette nuit-là, dans son sac de couchage humide, écoutant le vent dans les hêtres, que quelque chose se fissure en elle pour la première fois. Pas la panique, pas encore. Mais une inquiétude qu'elle ne peut pas nommer avec précision, ce qui la perturbe presque autant que l'inquiétude elle-même. Elle, qui a des mots pour tout. Elle, qui a toujours trouvé dans le langage une façon d'entourer les choses, de les contenir, de les rendre maniables. Cette nuit-là, dans cette forêt, elle ressent quelque chose pour quoi elle n'a pas encore de mots. Et ce vide sémantique lui fait peur autant que le froid. Elle pense à ses étudiants. Elle imagine leur visage si elle leur racontait ça un jour en cours. Elle se compose mentalement le début d'une conférence sur la confrontation à l'altérité radicale de la nature. Elle pense à Kant et à l'idée du sublime, cette terreur mêlée d'admiration face à ce qui nous dépasse. Elle pense à tous les textes qu'elle connaît sur la solitude, l'abandon, la limite. Et elle réalise, avec une honnêteté qu'elle ne s'attendait pas à trouver en elle-même, que tous ces textes sont écrits par des gens qui étaient rentrés chez eux après. Qui étaient vivants. Qui écrivaient depuis la sécurité d'un bureau, d'une chambre chauffée. Qui avaient transformé leur peur en pensée parce que la peur était derrière eux. La sienne, elle, est devant elle. Le 6e jour, c'est là que tout bascule vraiment. Et d'une façon qu'elle n'avait pas prévue, qu'elle ne pouvait pas prévoir. Elle marche depuis 2 heures quand elle aperçoit au loin, à travers les arbres, ce qui ressemble à une cabane. Son cœur bondit. Elle accélère. La cabane est réelle, une vieille bergerie en pierre, abandonnée, le toit partiellement effondré, mais les murs debout. À l'intérieur, il y a une caisse de bois. Elle s'approche, elle l'ouvre, et à l'intérieur elle trouve des boîtes de conserve. 5 boîtes de conserve. Du cassoulet, des haricots blancs, des sardines. Elle pleure de soulagement. Elle pleure vraiment, elle qui ne pleure jamais, qui considère les larmes comme une expression d'impuissance émotionnelle. Elle pleure et elle ne s'en juge pas. C'est peut-être la première fois depuis longtemps. Elle mange une boîte de sardines froides, avec ses doigts, parce que son couteau de randonnée ne trouve plus l'ouvreur à boîte qu'elle pensait avoir. Elle mange comme quelqu'un qui a faim pour la première fois. Vraiment faim. Pas la faim sociale, pas la faim d'appétit, la faim physique, cellulaire, animale. Ce goût d'huile et de sel sur sa langue lui semble la chose la plus réelle qu'elle ait jamais goûtée. Et c'est là que se produit la revanche imprévue. La chose qui transforme sa situation de difficile en potentiellement mortelle. En explorant la cabane plus attentivement, elle trouve sur une étagère grossière un vieil almanach, un bout de ficelle et une lampe à pétrole vide. Elle trouve aussi, dans un coin qu'elle n'avait pas vu, sous un tas de vieilles toiles de jute, un homme. Un homme vivant. À peine. Il a peut-être 70 ans, il a une barbe blanche de plusieurs semaines, et sa jambe droite est blessée d'une façon qui fait immédiatement comprendre à Claire que quelque chose de grave s'est passé. Il est semi-conscient, fiévreux, il murmure des mots qu'elle ne comprend pas d'abord, un patois local, ou peut-être le délire d'une fièvre avancée. Il s'appelle,
elle l'apprendra plus tard, Marcel Aubrac. Bergère retraitée de 68 ans, qui était montée la vérifier une vieille clôture 5 jours auparavant et s'était cassé le tibia en chutant dans un trou de taupe. Il avait rampé jusqu'à la cabane. Il attendait. Il ne savait pas quoi. Ce retournement change tout. Parce que maintenant, Claire n'est plus seulement perdue. Elle est perdue et responsable. Elle ne peut pas partir sans lui. Elle ne peut pas non plus l'emmener, il ne peut pas marcher. Et elle n'a plus assez de vivre pour deux pendant longtemps, surtout pas si elle doit rester là à l'attendre. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Claire Beaumont se retrouve dans une situation pour laquelle aucun livre qu'elle a jamais lu ne lui donne de mode d'emploi. Pas un. Elle peut citer Levinas sur l'éthique de l'autre, sur le visage de l'autre qui nous impose une responsabilité infinie. Elle peut citer toute la littérature sur la sollicitude, le care, la responsabilité morale. Mais là, maintenant, avec cet homme qui délire à 2 mètres d'elle dans une cabane dont le toit laisse passer la pluie, la question n'est pas philosophique. La question est: comment faire baisser une fièvre sans médicaments? Comment nettoyer une plaie infectée sans antiseptique? Comment rester assez calme pour prendre les bonnes décisions quand votre propre corps commence à défaillir par manque de nourriture et d'eau potable? Elle trouve une source à 200 mètres de la cabane, après 2 heures de recherche. Elle fait bouillir l'eau dans une vieille casserole qu'elle a trouvée sous l'étagère, en utilisant les dernières cartouches de gaz de son réchaud. Elle nettoie la jambe de Marcel avec l'eau bouillie et un bout de tissu découpé dans sa chemise de rechange. Elle n'a aucune idée si c'est suffisant. Elle fabrique une attelle de fortune avec 2 morceaux de bois trouvés dehors et sa corde de tente. Marcel lui dit son nom. Il lui dit merci. Il lui dit, dans un français hésitant qui trahit une vie entière passée loin des villes, qu'il n'avait plus espéré que quelqu'un vienne. Elle lui dit qu'elle n'est pas vraiment venue. Qu'elle est elle-même perdue. Il rit. Pas un rire moqueur. Un rire de quelqu'un qui trouve que la situation est exactement aussi absurde qu'elle devrait l'être. Les 3 jours suivants sont les plus durs que Claire ait vécu. Elle rationne les boîtes de conserve en 2 repas légers par jour. Elle maintient un feu dans la cheminée de la cabane. Un feu qu'elle met 3 quarts d'heure à allumer le premier soir parce qu'elle n'a jamais vraiment fait de feu de sa vie, et que son briquet à gaz commence à manquer de gaz. Elle apprend à reconnaître quelles plantes autour de la cabane pourraient être comestibles, en se basant sur ses vagues souvenirs d'un livre qu'elle a lu une fois sur les plantes sauvages de France, souvenirs qu'elle n'est absolument pas certaine d'avoir correctement mémorisés. Elle mange des orties bouillies le 2e jour. Elles ont un goût de rien et de tout. Elle ne sait pas si elles lui feront du mal. Elles ne lui en font pas. Ce qui se passe pendant ces 3 jours avec Marcel est quelque chose que Claire n'a pas de catégorie pour décrire. Et ça, c'est déjà une révolution. Parce que tout dans la vie de Claire a une catégorie. Mais ce qui se passe entre eux. 2 étrangers, une professeure de philosophie bordelaise et un vieux berger du Cantal, perdus ensemble dans une cabane délabrée pendant un déluge de montagne, n'entrent dans aucune case qu'elles connaissent. Marcel ne sait pas qui est Nietzsche. Il ne sait pas ce qu'est la phénoménologie. Il n'a jamais entendu parler du Dasein heideggerien. Mais il sait comment lire le ciel pour savoir si la pluie va durer. Il sait que les fourmis à droite du sentier qui mène vers le bas indiquent la direction d'une source. Il sait que si la fièvre d'un homme monte mais que ses yeux restent clairs, il n'est probablement pas en danger immédiat. Il sait des milliers de choses que ses mains et son corps ont mémorisées sur 68 ans de vie en montagne, des choses qui ne sont dans aucun livre parce que personne ne les a jamais jugées dignes d'être écrites. Elle l'écoute. C'est peut-être ce qui la stupéfie le plus. Elle, Claire Beaumont, qui passe sa vie à parler, à expliquer, à démontrer, elle écoute. Elle écoute cet homme qui parle avec des pauses longues, qui choisit ses mots comme on choisit ses pas sur un terrain instable, qui ne dit rien qu'il ne sait pas avec certitude. Et elle réalise que lui aussi, à sa façon, est philosophe. Que la sagesse qu'il porte n'est pas inférieure à la sienne, elle est autre. Et que dans cette cabane, dans cette situation, la sienne ne vaut rien et la sienne vaut tout. Il lui apprend que les racines de l'herbe à coupure, il donne des noms locaux qu'elle n'a jamais entendus, ont un pouvoir astringent naturel. Il lui dit comment les écraser entre 2 pierres pour en faire une pâte qu'on applique sur une plaie pour ralentir l'infection. Elle essaie.
La fièvre de Marcel baisse légèrement le lendemain. Est-ce grâce à la plante? Est-ce simplement l'évolution naturelle de sa condition? Elle ne sait pas. Mais elle fait confiance à ce qu'il lui dit avec une confiance qu'elle n'a jamais accordée à personne aussi vite. Pas parce qu'il lui a prouvé quoi que ce soit, pas parce qu'il a fourni des références et des citations. Mais parce qu'il sait. Elle le sent. Et elle commence à comprendre que sentir quelqu'un savoir, c'est une forme de connaissance en soi. Le 9e jour de sa disparition. Elle ne sait pas encore que cela fait 9 jours, elle a perdu le compte. Quelque chose se passe en elle qui n'a pas de nom dans aucune langue philosophique qu'elle connaisse. Elle est debout à l'aube devant la cabane. La pluie a cessé pendant la nuit. L'air est propre avec une violence presque physique. Le soleil se lève sur le versant est orange et froid, et la forêt de hêtre fume légèrement sous l'humidité qui s'évapore. Et Claire, qui a faim, qui a froid, dont les pieds sont couverts d'ampoules, dont les mains sont coupées en plusieurs endroits, dont les muscles des jambes brûlent depuis 5 jours. Claire ressent quelque chose qu'elle cherche à nommer et qu'elle ne peut pas nommer. Ce n'est pas du bonheur. C'est trop cru, trop immédiat pour être du bonheur. Ce n'est pas de la gratitude, bien que cela lui ressemble. Ce n'est pas non plus le sentiment du sublime qu'elle a tant enseigné. Parce que le sublime kantien implique encore une distance, une mise en scène mentale, un spectateur qui observe et qui est saisi. Là, il n'y a pas de spectateur. Elle n'observe pas la nature. Elle est dedans. Elle fait partie du même monde humide et froid et orange que ce soleil, que ces êtres, que cette boue sous ses semelles. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de sujet face à un objet. Il y a juste de la vie, partout, d'une seule pièce. Elle pense, en se tenant là, que 20 ans de philosophie n'ont jamais réussi à lui faire vivre ça. Que tous les mots sur la présence, l'immanence, l'unité du vivant, des mots magnifiques, des mots vrais peut-être, n'avaient jamais produit en elle ce qu'une aube dans une forêt mouillée après 9 jours de survie vient de produire en 10 secondes. Et cette pensée ne la rend pas triste. Elle ne la rend pas non plus fière. Elle la rend simplement honnête. Pour la première fois, vraiment honnête. Le 11e jour, des randonneurs passent à 300 mètres de la cabane. Claire les entend. Elle sort en courant, elle crie. Ils l'entendent. Ils ont un téléphone satellite. Ils appellent les secours. L'hélicoptère arrive le lendemain matin. Les secouristes sont efficaces, professionnels, ils font leur travail avec la précision de gens qui ont l'habitude de ramasser des gens perdus dans ces montagnes. Ils prennent Marcel en premier, ils le sanglent sur le brancard, ils leur parlent avec cette voix tranquille qui ne monte jamais vraiment d'un ton. Avant qu'ils l'emmènent, il se retourne vers Claire. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis il dit « Vous êtes courageuse ». Ce n'est pas ce qu'elle attendait. Elle attendait peut-être un remerciement, ou une reconnaissance de ce qu'ils avaient traversé ensemble. Mais lui dit « courageuse ». Et elle comprend, d'une façon qu'elle ne pourrait pas expliquer mais qui est absolument certaine, qu'il ne veut pas dire physiquement courageuse. Il veut dire autre chose. Elle ne sait pas exactement quoi. Elle pense qu'elle passera du temps à y réfléchir. Quand l'hélicoptère la dépose à Brioude, il y a des gens qui l'attendent. Des gendarmes, une ambulancière, et surprenant 2 de ses collègues de Bordeaux qui avaient organisé les recherches et étaient venus sur place. Ils s'avancent vers elle avec des visages qui mélangent le soulagement et cette curiosité un peu indécente qu'ont les vivants face à quelqu'un qui vient d'un endroit que n'ont pas vu. Elle leur sourit. Elle dit « ça va ». Puis, après un silence, elle dit « non, pas tout à fait, mais c'est bien ». L'hôpital. 2 nuits en observation. Déshydratation modérée, ampoules infectées, une légère hypothermie, un genou gauche à surveiller. Rien de grave. Elle est sortie de là sans séquelles physiques durables. Les médecins lui ont dit qu'elle avait été chanceuse. Elle a répondu « Je ne crois pas à la chance ». Puis, après un moment, ou peut-être que si, maintenant. Elle rentre à Bordeaux en train. Elle regarde le paysage défiler derrière la vitre. Elle pense à sa bibliothèque qui l'attend. Elle pense à Descartes le chat. Elle pense à ses étudiants qui reprennent dans 3 semaines. Elle pense surtout à quelque chose que Marcel lui a dit le 3e jour.
alors qu'elle lui demandait comment il avait supporté d'être seul dans cette cabane pendant 5 jours avant qu'elle arrive, avec la douleur et la fièvre et l'incertitude. Il avait réfléchi longtemps avant de répondre. Puis il avait dit « J'ai pensé à ma femme, à mes bêtes, aux choses qui étaient à moi. Quand vous pensez à ce que vous aimez, le reste prend moins de place. » Ce conseil de berger du Cantal, cette petite phrase dite avec des mots simples, Claire l'a portée pendant les jours qui ont suivi dans une façon qu'aucune citation philosophique qu'elle connaît n'a jamais réussi à se porter. Pas parce qu'elle est plus vraie que ce qu'écrit Spinoza sur les affects, ou que ce que dit Simone Veil sur l'attention. Mais parce qu'elle est venue de quelqu'un qui le savait avec son corps. Pas avec ses livres. Avec sa vie entière. Elle reprend ses cours en septembre. Elle entre dans l'amphithéâtre avec ses 110 étudiants de licence 2, elle pose ses notes sur le pupitre, elle regarde la salle. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle ne sait pas exactement ce qu'elle va dire. Pas parce qu'elle n'est pas préparée, elle l'est. Mais parce que quelque chose a changé dans son rapport à ce qu'elle va dire. Pendant des années, elle entrait dans cet amphithéâtre avec la certitude tranquille de quelqu'un qui apporte quelque chose d'important à des gens qui ne l'ont pas encore. Ce matin, elle entre avec quelque chose de différent. Une question, peut-être. Une humilité qui n'est pas de la faiblesse, elle a mis du temps à comprendre la différence. Et quelque chose qui ressemble à une curiosité réelle pour ces visages en face d'elle, ces gens de 20 ans qui ont leur propre façon de savoir des choses qu'elle ne sait pas. Elle commence. Elle dit, cette année, nous allons étudier la philosophie de la vie ordinaire. Pas les grandes métaphysiques, pas les systèmes. Les questions que pose le fait d'être vivant, maintenant, avec un corps, dans un monde qui n'attend pas que vous ayez compris. Je dois vous dire quelque chose avant de commencer. Cet été, je me suis perdu dans une montagne pendant 15 jours. Et tout ce que j'ai appris là-bas, aucun de mes livres ne me l'avait appris. Je vous dirai ce que c'est. Mais d'abord, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous savez, vous, qui ne vient pas des livres? Il y a un silence dans l'amphithéâtre. Un vrai silence, pas un silence d'ennui ou d'incompréhension. Un silence de gens qui réfléchissent pour de vrai. C'est peut-être le plus beau silence qu'elle ait jamais entendu dans une salle de cours. Ce qui lui est arrivé dans le Massif central, elle a du mal encore à en parler sans ressentir quelque chose dans sa poitrine qui n'est pas tout à fait de la tristesse et pas tout à fait de la joie. Quelque chose de plus difficile à tenir que les deux. Elle dit parfois que c'est de la gratitude, mais le mot lui semble trop facile, trop propre pour ce qu'elle porte. Elle dit parfois que c'est de la honte. La honte d'avoir cru pendant si longtemps que savoir quelque chose dans sa tête, c'était le savoir vraiment. Mais la honte n'est pas non plus tout à fait juste. Parce que le travail intellectuel qu'elle a fait pendant 20 ans n'était pas inutile. Aucun des textes qu'elle a lus n'était faux. Simplement, ils étaient incomplets. Comme tous les textes sont incomplets. Comme toute carte est incomplète par rapport au territoire. Elle continue à lire Heidegger. Elle continue à enseigner Nietzsche, Spinoza, Simone Veil. Mais elle les enseigne différemment maintenant. Elle les enseigne comme des gens qui ont essayé d'attraper avec des mots quelque chose qui déborde toujours les mots. Qui ont essayé d'approcher quelque chose d'essentiel avec les outils imparfaits que sont les concepts, les arguments, les démonstrations. Avec le respect qu'on doit à des gens qui ont tenté une chose difficile et qui ont partiellement réussi. Pas avec la révérence d'une disciple face à des maîtres infaillibles. Elle pense souvent à Marcel. Elle lui a envoyé une carte à son adresse à Riomès-Montagne. Elle l'a trouvée en cherchant son nom dans les archives hospitalières, avec l'aide d'une infirmière compréhensive. Sur la carte, elle a écrit « Je vous dois plus que vous ne pensez ». Il lui a répondu par une carte postale qui représentait un paysage du Cantal. Au dos, écrit avec une écriture appliquée d'écolier, « Vous étiez là ». C'est tout ce qu'il faut. Elle a mis cette carte dans un cadre. Elle est posée sur son bureau, à côté d'une photo de Descartes le chat, et en face de la bibliothèque. C'est la première chose non intellectuelle qu'elle a jamais encadrée dans sa vie. Voilà ce que cette histoire nous dit, je crois. Elle nous dit que la sagesse n'est pas dans les livres. Mais elle n'est pas non plus dans le fait de ne pas lire. Elle n'est pas dans la nature plutôt que dans la culture. Elle n'est pas dans l'instinct plutôt que dans la raison.
Elle est dans quelque chose que nous n'avons pas encore tout à fait de mots pour nommer. Ce moment où ce que nous savons avec notre tête rejoint ce que nous savons avec notre corps, notre peur, notre faim, notre besoin des autres. Ce moment où la carte et le territoire se touchent enfin, brièvement, dans une clarté qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être réelle. Claire Beaumont n'a pas renoncé à la philosophie. Elle est toujours professeure. Elle publie encore. Elle a un contrat pour un 5e livre. Le titre de ce livre, provisoire, est celui-ci, ce que les livres ne savent pas. Et dans l'introduction qu'elle a commencé à rédiger, il y a une phrase que ses éditeurs lui ont demandé de retirer parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas assez académique. Elle refuse de la retirer. La phrase est « J'ai appris plus sur la condition humaine en mangeant des sardines à la main dans une bergerie en ruine qu'en 20 ans d'université. Ce livre est ma façon d'essayer de comprendre pourquoi. » Elle enseigne toujours à Bordeaux. Elle arrive toujours à l'heure. Elle porte toujours ses lunettes à monture fine. Descartes le chat va bien. Mais si vous la voyez dans son amphithéâtre, et si vous écoutez attentivement, vous entendrez quelque chose dans sa façon d'enseigner qui n'y était pas avant. Une hésitation, peut-être. Une façon de marquer des pauses là où avant il y avait des certitudes. Une façon de regarder ses étudiants comme si elle attendait vraiment qu'ils lui répondent quelque chose, comme si leur réponse pouvait l'étonner. Comme si elle ne savait pas d'avance ce que la conversation allait donner. C'est la chose la plus difficile à apprendre, peut-être. La plus longue à venir. Et la nature lui a fallu 15 jours pour la lui enseigner, là où 20 ans de philosophie n'avaient pas suffi. Elle s'appelle Claire Beaumont. Elle a 52 ans. Et elle a commencé, depuis peu, à savoir qu'elle ne sait pas tout. C'est peut-être, disent certains philosophes, le début de la sagesse. Elle vous dirait, elle, que les philosophes qui disent ça ont probablement raison. Mais qu'il faut quand même, au moins une fois, en avoir vraiment eu peur pour que ça soit vrai.